Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast Agoracor, un espace d'élaboration collective autour de notions chères à l'accompagnement par le toucher. Dans ce premier épisode, nous aborderons la notion d'accompagnement. Mais avant de partir pour ce voyage, nous vous présentons avec Bérangère le processus de création de ce podcast qui n'a pas été de tout repos. On s'est dit avec Emmanuel qu'on allait déjà vous raconter l'histoire de la création de cet espace. Emmanuel et moi, voilà, on se connaît sur le plan professionnel, on s'est rencontrés dans le cadre professionnel et puis après, s'est déployé un espace plus personnel et on s'est vraiment rencontrés dans notre enthousiasme à élaborer, en gros, la philo. Ça nous botte toutes les deux. Et j'ai partagé à Manu que suite à ma formation avec l'association de Sèvres de Frédéric Lenoir sur les ateliers méditation et philosophie, j'avais vraiment eu envie de recréer quelque part cette notion d'agora, cet espace d'échange, de réflexion entre pairs pour mettre du mouvement et aussi ensemble co-construire. On avait à la fois cette envie commune de créer un espace d'échange où la parole pouvait être libre et pouvait avoir le temps de se déployer, mais il y avait aussi cette envie de servir la coopération de l'équipe des formateurs de l'Humaine. Et du coup, on est arrivé chacune avec toute une réflexion sur comment est-ce qu'on pouvait mettre ça en place, sachant que tous les formateurs de l'Humaine se situent aux quatre coins de la France. Donc, en réalité, l'agora telle qu'elle existait dans l'Antiquité ne pouvait pas exister. Mais à l'heure actuelle, on a un super outil qui est la visio. Et vu qu'avec Bérangère, en tant que copine, on échangeait pas mal de vocaux sur Messenger, on s'est dit qu'on allait utiliser cet outil-là, en fait, que ça simplifierait vachement les choses, notamment pour pouvoir laisser cette parole se déployer pour chacun des formateurs. Et de créer ensuite un espace de visioconférence pour un deuxième épisode où là, il serait question plus de débat, où du coup, les échanges seraient plus libres. Chacun ayant déjà eu un temps de parole attribué lors du premier épisode. Dans le deuxième épisode, on est dans le débat et se poser la question collectivement de comment est-ce que les notions abordées sont sollicitées, sont mobilisées dans le cadre de notre pratique professionnelle de l'accompagnement par le toucher, qui est une pratique qui demande un regard sur son éthique de travail perpétuelle. Et donc la philo a toute sa place dans cette démarche professionnelle-là. Et c'est aussi dans ce cadre-là où j'ai proposé à Manu qu'à chaque épisode, en fait, on introduise le voyage par un temps de relax pour vraiment que chacune puisse se rendre disponible dans l'accueil, en fait, du sujet de réflexion qu'on allait vous proposer. Ouais, et ce qui fait de l'espace d'Agoracor un espace hyper nourrissant, à la fois en vous offrant un espace de relaxation, mais aussi en vous invitant à venir vous aussi réfléchir à ces notions-là. Surtout, n'hésitez pas en commentaire à laisser votre propre perception de la notion, parce qu'on est 10 là, mais peut-être qu'on a oublié certains aspects, et on compte sur vous pour nous les rappeler. Nous allons donc commencer cet échange autour de la notion d'accompagnement. Mais avant de partir à la découverte des points de vue de chacun de nos formateurs, je vous laisse avec Bérangère pour un temps de relaxation. Voilà, c'est parti pour notre instant relax. Je vais vous proposer de fermer vos yeux, voilà, de prendre conscience de vos points de contact, là où vous êtes, de sentir votre corps posé, de pouvoir percevoir, selon votre posture, votre schéma corporel dessiné par le support où vous êtes déposé. Voilà, et je vais vous inviter à vous relier à votre respiration, à vous offrir une intensité de présence à cet endroit-là. Faire l'expérience de votre corps qui respire, de votre corps qui inspire, de votre corps qui expire.
Vous laissez bercer par votre respiration. Cette respiration qui nous connecte au vivant, dans sa pulsation, qui nous ramène aussi à cette image, à cette ambiance des vagues de la mer qui viennent glisser sur le sol, dans son flux et son reflux. De faire partie de cette respiration universelle. Voilà, et dans cette dimension à la fois d'universel, de grand tout, et en même temps d'être humain incarné, je vous propose de simplement accueillir en vous la notion d'accompagnement, le mot accompagner, et de vous laisser recevoir tout ce que ça peut générer en vous, tout ce que ça fait naître en vous. Accompagner. Vous pouvez pourquoi pas, tout en préservant votre état d'accueil, de réceptivité, noter sur un papier tout ce que ce mot réveille en vous. Nous allons maintenant pouvoir écouter les différents partages de l'équipe Lumen sur cette notion d'accompagnement. Bonjour à tous, me voici sur la question de l'accompagnement. J'ai pas forcément fait de recherche, j'ai surtout observé ma pratique, donc je me suis observée. Et ça tombe bien, cette semaine j'avais du massage assis, j'avais des personnes que j'ai depuis 2 ou 3 séances, mais des femmes enceintes, donc que je vois peut-être qu'une fois, voire 2. Et du coup, à chaque fois, ce qui ressort pour moi dans l'accompagnement, c'est ma qualité de présence. C'est ma capacité à les écouter lors de la verbalisation. Quand je leur demande comment ils arrivent physiquement, émotionnellement, voilà comment j'aborde le début de séance, et c'est d'être à l'écoute, en fait d'être là vraiment pour eux. C'est-à-dire que même moi, je ne pense pas au prochain rendez-vous, je ne pense pas à ce qui va se passer, je suis là, en fait. Je suis là, et là, j'écoute leurs mots, donc déjà en verbalisant. Je ne cherche pas trop à savoir plus, donc parfois faut un peu stopper parce qu'il m'est déjà quand même arrivé que les personnes parlent beaucoup, et j'ai appris un peu à stopper maintenant. Avant je me laissais un peu happer par ce besoin d'écoute qu'ils avaient. Donc ça c'est l'accompagnement pour moi verbal, donc beaucoup d'écoute. Et je les regarde aussi, hein, ça va dans mon regard, c'est-à-dire que j'ai l'oreille tendue, mais je les regarde aussi, je suis là vraiment avec eux. Dans le massage, c'est surtout prendre soin d'eux. Je vais observer une respiration pour l'accompagner. Je vais observer des clignements d'œil. Je vais observer une peau qui frémit. Voilà, en fait, je prends le temps d'être là avec eux. Si une main se serre volontairement ou involontairement, moi je sais pas, hein,
je suis pas devin, je peux attendre aussi, parce que peut-être la personne a ce besoin. Je n'essaye pas de forcer le corps. C'est pour ça que je reste vraiment très à l'écoute et vraiment présente. Pour moi, c'est vraiment ça l'accompagnement. C'est symboliquement, c'est la personne qui tend la main à l'autre, qui est le soutien de l'autre. C'est vraiment ça que je ressens dans l'accompagnement. C'est juste être là, sans forcer les choses, sans induire quoi que ce soit. Et je pense que ça, c'est une des clés importantes de l'accompagnement. On n'est pas là pour... Enfin, en tout cas, moi, je suis pas là pour les forcer à faire quoi que ce soit. C'est leur décision, leur choix. C'est ce que j'ai dit parfois. Vous avez décidé de prendre soin de vous, d'aller vers le mieux. Tout vient de vous, en fait. Et du coup, la parole se libère, le corps se libère. Alors oui, il se libère grâce peut-être à certaines manœuvres dans le massage, mais il y a une intention de la personne. Et je trouve que c'est ça le plus important. C'est pas moi qui fais quoi que ce soit. Je suis juste là pour être à côté, pour être avec, pour l'accompagner, voilà. C'est vraiment le mot. Et je pense que c'est ça le principal, c'est être présente sans vouloir forcer les choses. Et vraiment présent pour la personne, comme j'ai dit, c'est pas je me dépêche de faire ci ou ça, quoi. Je suis là, j'observe, j'écoute dans un premier temps, et ensuite j'observe le corps pour pouvoir le laisser à son rythme se libérer. Et puis je dis toujours aussi que voilà, s'il y a une tension, si elle se libère aujourd'hui, c'est bien. Si c'est pas aujourd'hui, c'est que c'est un autre moment et on force pas et ça arrivera à un moment ou à un autre. Bon, du coup, c'est à moi. Je vais prendre la continuité sur la notion d'accompagnement. Alors pour moi, l'accompagnement ou accompagner, ce qui me vient dans un premier temps, c'est le fait que il y a la notion de soutien, mais pas de porter. Voilà, soutenir mais pas porter, d'aider, de proposer mais sans rien imposer, d'être à l'écoute, d'être vraiment dans une écoute active et d'interagir et de pouvoir aussi s'adapter. Et ce qui m'est venu dans un premier temps, alors j'aime bien les images, c'est l'image du bébé qui commence à prendre un peu d'autonomie progressivement, à tenir sa tête, puis ensuite à se tourner, s'asseoir, se mettre à quatre pattes et puis commencer à faire ses premiers pas. Et la notion du bébé, du jeune enfant avec le papa, la maman, où il y a vraiment ce besoin de présence, de soutien. Il y a la notion d'encouragement, de se sentir valorisé, sécurisé, accueilli, voilà, dans tous ces moments d'apprentissage, de découverte, de connaissance de soi, de l'émerveillement aussi, de la vie, de périodes de doute, de peur, de se sentir écouté. Et il y a aussi dans la notion d'accompagnement du point de vue de l'accompagnateur ou l'accompagnatrice, de pouvoir aussi s'émerveiller de l'autonomie que prend la personne ou du bébé, si je garde l'image que je prenais juste avant par rapport au bébé avec ses parents, et puis de l'indépendance qui se prend aussi au fur et à mesure. C'est aussi ne pas tomber dans l'infantilisation de manière plus péjorative. En tout cas, voilà, c'est d'essayer de trouver ce juste milieu-là, dans la présence, d'être là, de pouvoir être en retrait et de laisser la personne cheminer en fait vers son chemin, peut-être en lui montrant des points de vue ou des petits détails qu'il n'a pas vu ou qu'elle n'a pas vu. Sur la notion, c'est comme si on avait un guide de montagne, et puis la personne qui suit ce guide. Et pour moi, en fait, l'accompagnant, c'est pas le guide, c'est la personne qui suit le guide. Et parce que le guide, il connaît son chemin de vie, en fait, il connaît. Et par contre, l'accompagnant va peut-être pouvoir montrer au guide des petits détails, une fleur qui lui n'a pas vue, ou une vue, ou un petit caillou, ou voilà, des genres de petits détails qui peut donner une autre dimension, un autre point de vue sur le chemin, donc le chemin de la vie, si on y amène ensuite la dynamique de l'accompagnement dans des moments de vie, en tout cas. Alors je le visualise très bien, en fait, je vois vraiment l'image quand je ferme les yeux du guide de montagne et puis
voilà, de la personne qui suit le guide. Et il y a aussi ce côté d'interchanger aussi des points de vue, alors des points de vue et des points de vue de manière globale, pouvoir prendre de la hauteur, aller voir un petit ruisseau, etc. Et pour moi, ce qui est très important dans le cadre de l'accompagnement, vraiment cette relation de confiance qui me semble essentielle, où les personnes, que ce soit l'accompagné ou l'accompagnant, qu'ils se sentent suffisamment à l'aise pour pouvoir s'autoriser à partager et voilà, pouvoir échanger effectivement dans une forme de liberté en fait et de confiance. Ce qui était important pour moi aussi, c'est aussi de savoir s'accompagner soi-même, d'apprendre à s'accompagner soi-même pour aussi pouvoir accompagner les autres. Il y a vraiment cette notion de prendre soin de soi aussi et d'être aussi le plus objectif possible dans qui on est, dans notre posture d'une manière plus globale aussi. Et la citation que j'avais envie de vous partager, c'est une citation que j'ai mise sur mon site internet justement sur cette posture d'accompagnante par le toucher, qui est une citation d'Aline de Pétigny, d'un extrait de livret de paroles de fées, où elle dit « Accompagner est à mes yeux un des plus beaux mots, une des plus belles idées. Il est empreint de tendresse, de bienveillance. C'est avant tout un accord entre deux êtres. On ne peut guère accompagner de force, c'est cheminer auprès de l'autre, savoir le soutenir et aussi le laisser aller à son gré en étant là pour lui s'il le désire. C'est savoir être présent sans être encombrant, savoir veiller sans surveiller, être là tout en étant à certains moments invisible, savoir s'en aller, savoir revenir. On est aux côtés de la personne et non au-dessus d'elle. » Voilà. Et moi, c'est une citation qui m'a beaucoup parlé dès que je l'ai lue il y a quelques années et que j'avais envie de vous partager. En écoutant les retours des autres personnes qui sont intervenues sur l'accompagnement, je me disais qu'elles avaient déjà tout dit et que cela rejoignait vraiment l'accompagnement que je peux proposer aussi en séance. L'accompagnement par le toucher, l'accompagnement que je mets en place avant les massages. Et du coup, j'ai eu envie de faire quelques recherches autour de l'accompagnement et j'ai trouvé des citations qui m'ont plu. La première est de Sophie Alandry, qui est « Accompagner quelqu'un ne consiste pas à le porter sur ses épaules, mais à lui apprendre à se servir de ses ailes. » Voilà, j'aime beaucoup cette citation qui, en effet, invite l'accompagné à choisir son propre chemin, peut-être avec les gestes que l'accompagnement va lui proposer, peut-être à partir de l'écoute que l'accompagnant va lui proposer, peut-être simplement à partir du regard que l'accompagnant va lui proposer. En effet, à travers l'accompagnement, comme l'a déjà dit Mélanie, à travers l'accompagnement, il y a vraiment la nécessité d'être pleinement présent à l'autre, d'être pleinement là en fait, d'être vraiment dans une écoute bienveillante, dans une écoute bien présente. Lorsque le mot accompagnement est venu, la main est venue directement avec ce mot accompagnement et en effet, je pense que dans l'accompagnement, la main est souvent présente. Lorsqu'on accompagne des enfants lors d'une sortie scolaire, on leur donne la main. Lorsqu'on accompagne un mourant en fin de vie, on lui donne la main également. Et puis on peut également donner sa main lors d'un accompagnement par le massage, symboliquement ou réellement, physiquement. On peut donner réellement notre main. C'est un peu l'histoire de la main tendue, de l'accompagnement. On n'est pas là pour tirer la personne, on n'est pas là pour la hisser de quelque part, mais par contre on est vraiment présent pour donner la main, marcher à côté de la personne, ne pas être devant elle, ne pas être derrière elle, mais être vraiment à ses côtés. Il y a d'ailleurs une citation, je pense que c'est un extrait de livre de Patrick Verspieren, qui est accompagner quelqu'un. Ce n'est pas le précéder, ce n'est pas lui indiquer la route, lui imposer un itinéraire, ni même connaître la direction qu'il va prendre, mais c'est marcher à ses côtés, en le laissant libre de choisir son chemin et le rythme de ses pas. Et j'aime beaucoup cet extrait de livre qui finalement définit très bien l'accompagnement et tout type d'accompagnement, parce que c'est sûr que dans le terme accompagnement, il peut y avoir toutes sortes d'accompagnements. Nous, on vient bien sûr ici parler avec l'humaine, plus spécifiquement de l'accompagnement à travers le massage, mais accompagner quelqu'un dans la vie de tous les jours, c'est tout ça en fait. Et je trouve que c'est très chouette qu'on puisse souligner cette définition de l'accompagnement qui vient remettre les choses aussi à leur place. Alors selon moi, accompagner, c'est offrir sa propre présence, son écoute,
sa personne. C'est avant tout être disponible à l'autre, au moment présent, à ce qui se présente à nous, à ce qui se dit, à ce qui se passe. C'est aussi offrir un point d'appui, être là en soutien, un compagnon de route. Cela va dépendre aussi de la posture que l'on prend. Est-ce qu'on ouvre cet espace ou non? Est-ce que la personne elle-même ouvre cet espace? Je pense que le fait d'échanger avant la séance, de poser des questions sur les attentes, les besoins, cela va induire nécessairement de l'accompagnement en fonction de ce qui sera dit ou pas. Certaines personnes vont beaucoup verbaliser et donc ça va être assez clair, les raisons de leur venue. Une personne va aussi venir nous voir et exprimer tout un tas de problématiques qui peuvent être parfois assez lourdes, mais exprimer le fait de ne pas vouloir s'y attarder. Et donc là c'est ok, et on fait avec ce qui se présente. À l'inverse, une personne ne va pas nécessairement exprimer de besoins ou de problématiques. Et nous, en tant qu'accompagnants, on va pouvoir ressentir au travers du toucher certaines informations. Et à nous de juger, de jauger s'il y a un besoin d'accompagner, si on vient mettre en lumière cela. Donc je pense qu'il y a une notion qui est prégnante en termes, quand on parle d'accompagnement. Ça va être la notion de consentement. Voilà, savoir si la personne veut s'impliquer ou pas, à quel degré, à quel rythme. Voilà, c'est respecter aussi l'autre et voilà, aller à son rythme et surtout pas à notre rythme. Voilà, donc il y a cette notion de s'adapter. Mais c'est aussi s'adapter à nous, savoir si on veut rentrer justement dans cet accompagnement ou si ça vient nous toucher, parce que parfois ça peut nous toucher aussi et être en résonance avec nous-mêmes. Et c'est à se demander si certaines fois on vient pas s'accompagner nous-mêmes. Donc la ligne est parfois assez fine. Quand je parle de consentement, il y a la notion aussi de douleur qui vient. Parfois dans le massage, je vais ressentir le besoin d'aller assez en profondeur, d'avoir un toucher plus dense pour venir travailler justement certaines rétentions, certaines tensions. Mais pour cela, il faut savoir si la personne est d'accord avec ça. Et quand je pense accompagnement, pour moi derrière, de prime abord, il y a forcément quelque chose de grave derrière ou de grave. Alors accompagner, ça peut être fait dans la légèreté, ça peut être joyeux. Je pense par exemple à des clients qui veulent ressentir leur corps différemment, autrement, parfois retrouver du lâcher prise. Et donc là, le massage, le toucher, ça peut être ludique, créatif. Je pense aussi aux nombreux sportifs que je vois en séance, que ce soit avant, pendant ou après la compétition ou sur un retour de blessure. Mais là aussi, l'accompagnement a tout son sens. En fait, c'est une forme d'accompagnement, de les aider à retrouver la forme, à performer. Voilà, être là pour eux, disponible. C'est aussi important d'être en réseau et d'avoir pas mal de connaissances, que ce soit théoriques ou humaines, pour orienter ou réorienter éventuellement des personnes qu'on accompagne. Je pense qu'il y a un besoin parfois médical, si on perçoit quelque chose, c'est aussi intéressant de pouvoir orienter ou même simplement vers d'autres praticiens ou praticiennes. Voilà, je pense que ça fait partie de l'accompagnement, savoir ses limites. Pour moi, l'accompagnement, c'est tout d'abord une posture, une casquette que l'on choisit de porter, de vibrer, d'expérimenter. Nous pouvons à un instant de notre vie être l'accompagné, puis devenir l'accompagnant et redevenir l'accompagné, puis de nouveau l'accompagnant. Pour moi, accompagner, c'est d'être dans une justesse de l'instant présent. C'est d'être juste avec soi et juste avec l'autre. C'est le juste mot, le juste toucher, le juste regard, la juste attention, la juste place. L'accompagnement, c'est trouver l'équilibre entre l'accompagné et l'accompagnant pour que chacun puisse vivre pleinement l'expérience qu'il aura choisie. Dans ma pratique, lorsque je fais des guidances, j'accompagne les personnes à se reconnecter à eux-mêmes. Je ne guéris pas, je ne sauve pas, je ne décide pas, je n'impose pas. Je suis juste une main tendue à un instant T. Relatif à cet accompagnement, moi j'ai un statut particulier de par ma profession principale. Je suis masseur-kinésithérapeute. Qui dit masseur-kinésithérapeute dit thérapeute. Ce qui amène le patient à consulter. En regard de cette consultation, il y a une gêne, une peine, une douleur, avec une réduction, une diminution ou une perte d'un bien-être physique, pouvant se traduire jusqu'à une perte d'autonomie plus ou moins complète. Et dans cet espace,
moi, thérapeute, je deviens ou suis celui qui sait et celui qui doit avoir la solution ou trouver une solution à la problématique. Et du coup, ça peut entraîner par rapport au patient une forme de passivité, une sorte de processus d'infantilisation. C'est papa, maman qui va répondre et résoudre les problèmes de l'enfant. Et derrière ça, c'est la solution vient de l'extérieur. Dans tous les cas, derrière ça, mon invitation, elle est à développer la conscience de soi. Car comme le dit si bien Carl Rogers, le père de l'approche centrée sur la personne, l'individu a en lui-même de vastes ressources qui lui permettent de se comprendre lui-même, de modifier la représentation qu'il a de lui-même, ainsi que ses attitudes et le comportement qui se dictent à lui-même. Encore une fois, il y a cette invitation à rendre le patient acteur de son processus de guérison, s'il est possible, parce que j'ai une pensée pour les patients que je suis qui ont des pathologies neurodégénératives, des rhumatismes inflammatoires ou des patients qui sont avec des cancers en phase terminale ou en soins palliatifs. Et là c'est encore autre chose qui se passe. Et derrière cet accompagnement, il y a aussi la notion de temps. Si cette approche, elle est du corps du patient, il le considère comme un objet avec cette révision de voiture, changement de pièces, etc. Il y a une injonction à faire vite. Mais c'est aussi une injonction sociétale, encore une fois, derrière ça. Une solution spontanée, instantanée. J'ai un besoin, je vais sur Internet, je vais sur Amazon, le lendemain, c'est chez moi. Le corps a son rythme qui lui est propre et souvent, c'est des processus qui prennent du temps. Et du coup, je suis très attentif à ça et à amener ça, à distiller ça, cette notion de temps, de rapport au temps. Ça peut prendre du temps, qui est pas si simple que ça. Dans tout ce que je vous ai exprimé, en fait, je définirais mon accompagnement à travers un terme d'ostéopathie. Le fulcrum, utilisé la première fois par Sutherland en 1914. Comme le définit Charles Ridley, c'est un point puissant d'immobilité autour duquel se produit le mouvement. Et Rolling Baker de rajouter le fulcrum est insufflé par la globalité de l'état du praticien. Et cet état de praticien, je vous rejoins dans tout ce que vous avez exprimé en fait. C'est une qualité de présence, une qualité d'écoute, c'est un point d'ancrage, c'est aligné, mais ça rejoint tous les points de Carl Rogers sur encore une fois sur cette approche centrée sur la personne avec cette compréhension empathique. Le mot de la fin, il est encore pour Carl Rogers, parce que Carl Rogers dit que c'est la relation qui est thérapeutique. Et cette relation, elle va dans les deux sens en fait. Et voilà, et c'est pour ça que je me sens à bien des égards l'accompagnant, accompagné. Les différents partages des formateurs ont mis en lumière différentes notions rattachées à l'accompagnement. La présence, qui amène la perception issue de nos différents sens, mais aussi la notion de cadre, de posture, d'engagement. Oui, lorsque l'on parle de cadre, on entend ce cadre relationnel dans lequel évolue l'accompagnant et l'accompagné. L'accompagnant, de par sa posture professionnelle, est le garant de ce cadre. C'est dans cette dynamique que l'accompagnant va porter une attention toute particulière au consentement de l'individu. C'est là l'originalité de l'accompagnement, l'horizontalité du rapport. Et l'horizontalité du rapport n'est pas une dynamique simple à instituer. L'être humain lui préfère historiquement et culturellement le rapport de la prise de pouvoir. Maléa Paul, chercheuse en sciences de l'éducation, nous parle d'une promesse d'égalité malgré l'inégalité de posture. Elle place dans ce paradoxe tout l'enjeu pour l'accompagnant de porter un regard éthique sur sa pratique professionnelle. Nous avons également pu constater que le recours au terme d'accompagnement est particulièrement propice dans le cadre de la relation tactile. La main, le toucher, portent en eux-mêmes cette dynamique relationnelle. La relation mise au centre du dispositif se fait alors à un espace où l'individu, en prise avec son autonomie, vient remettre du mouvement dans sa façon de percevoir non seulement son corps, mais aussi son cheminement de vie. En cela, l'engagement de la posture d'accompagnant diffère des autres postures professionnelles telles que celle du thérapeute, du pédagogue ou encore de l'entrepreneur par exemple, mais il y en a d'autres. La posture d'accompagnant est toutefois mobilisée de façon complémentaire dans de nombreux milieux professionnels, et ce depuis les années 90. Dans le domaine de la santé, on parle du care. Dans le milieu de la psychothérapie, c'est l'approche centrée sur la personne qui porte en elle les caractéristiques spécifiques de l'accompagnement.
La posture se définit comme un ensemble d'attitudes mobilisées face à un contexte particulier. Si l'on pense l'accompagnement comme une posture professionnelle autonome, il est donc question ici d'identifier les compétences relationnelles que l'accompagnant se doit de savoir mobiliser. Certaines d'entre elles ont été nommées par les formateurs de l'Humaine: la qualité de présence, d'écoute et d'accueil, le respect et la capacité à instaurer un cadre de confiance avec l'accompagné. Il tient à y ajouter la congruence, qui porte en elle l'humilité, l'authenticité dont doit savoir faire preuve l'accompagnant. Nous aborderons la question du maintien de ce cadre et de cette posture dans le 2e épisode de ce numéro. Nous partagerons avec vous les balises qui nous permettent de mesurer, d'évaluer et d'identifier la justesse de notre posture dans notre pratique professionnelle. En conclusion, nous vous proposons le point de vue de Jeff Foster sur l'accompagnement. Comment aider vraiment? Va à leur rencontre, là où ils sont, maintenant. Laisse tomber ton rêve de leur guérison immédiate. Ralentis. Valide leur expérience du moment. N'essaie pas d'imposer ton propre programme, ni de présumer ce qui est le mieux pour eux. Peut-être que tu n'as pas besoin de savoir ce qui est le mieux. Peut-être sont-ils plus intrépides, intelligents, ingénieux et astucieux que tu ne l'as jamais pensé possible. Peut-être que ce qui est le mieux pour eux maintenant n'est pas de vouloir, ni même d'avoir besoin de ton aide. Peut-être que ce dont ils ont réellement besoin, c'est de souffrir et de se débattre encore. Peut-être qu'ils s'harmonisent et guérissent à leur propre et unique manière. Peut-être que ce moment demande simplement de la confiance, une écoute profonde et un profond respect pour ce qu'ils sont, là où ils en sont sur leur voyage. Peut-être n'essaies-tu que de t'aider toi-même. Merci pour votre écoute.